Nous sommes lundi 28 avril, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de 13h. Le Premier ministre Moussa Mara a rencontré la communauté des arts urbains du Mali. C'était au cours d'un cocktail dînatoire qui avait pour cadre l'esplanade de la primature. L'objectif de cette rencontre avec ces artistes était de connaître davantage ces mouvements multidisciplinaires. Les échanges ont également porté sur l'apport des arts urbains au développement du Mali. Modibo Soirée, compte rendu. C'est dans une ambiance de convivialité sur l'esplanade de la primature que le chef du gouvernement Moussa Mara a rencontré la communauté des arts urbains du Mali. Ce vaste mouvement de jeunes regroupe des rappeurs, des slameurs, des danseurs, des DJ, des vidéastes, des réalisateurs de clips, des designers, des graffeurs, des mannequins, des humoristes, des costumiers, des photographes et bien d'autres. Ces artistes de la création artistique, toutes générations confondues à travers ce cocktail dînatoire, ont rassuré le Premier ministre de leur disponibilité pour contribuer au développement socio-professionnel et artistique du Mali. C'est une première dans notre histoire, une histoire vieille d'un quart de siècle, 25 ans durant, lesquels nous avons mis en place une économie, car en plus d'être prescripteur de moteurs culturels, notre mouvement s'articule autour de l'engagement pour une bonne gouvernance. Monsieur le Premier ministre, nous espérons que c'est le début d'une articulation de l'action publique avec des acteurs de ce mouvement. Première du genre, cette rencontre avec les principaux leaders du mouvement urbain se veut un espace de dialogue entre cette jeunesse dynamique et le gouvernement afin de recenser les différentes préoccupations et autres doléances auxquelles le secteur est confronté. Ces principaux animateurs du Mali en devenir étaient accompagnés par un éminent homme de culture, une référence et un repère pour la jeunesse en matière d'éducation. Le Mali, on a la chance aujourd'hui. On a des responsables jeunes. On a une jeunesse qui se bouge et on a la terre, le ciel et l'eau. Le paradis est ici. Le Premier ministre Moussa Mara, très détendu en ce samedi soir dans les jardins de la primature, se félicite de cette rencontre avec la jeunesse de notre pays. Un moment mis à profit par le chef du gouvernement pour connaître davantage la vision, l'orientation de ce mouvement afin que ces animateurs culturels gardent le cap dans l'exercice de leur art. On sait que le paysage audiovisuel, Internet, d'autres modes d'expression culturelle ou socio-culturelle évoluent tous les jours. Nous, au niveau de l'administration et de l'État, on a du mal souvent à s'adapter. Donc, passer par des canaux comme vous, utiliser des vecteurs comme vous, c'est aussi accroître les chances de pouvoir toucher le maximum de nos compatriotes jeunes par rapport aux différentes politiques publiques, par rapport aux initiatives qui sont souvent construites pour eux et qui, malheureusement, font chou blanc par faute de ciblage ou de canaux de communication adéquats. Un autre élément qui me tient personnellement à cœur, c'est d'instaurer entre nous un dialogue constructif. Le dialogue constructif ne veut pas dire connivence. Le dialogue constructif, ça veut dire chacun reste tout à fait dans le cadre de ses activités en toute indépendance, que nous échangeons nos idées, que nous travaillons ensemble dans l'intérêt collectif, que nous nous critiquions à l'occasion. Ça fait partie, je pense, du dialogue constructif que nous, au niveau des autorités et du gouvernement, nous entendons mettre en place avec la société civile et particulièrement sa composante jeune. Que de messages d'espoir prônés à l'endroit de la jeunesse malienne ainsi que des conseils prodigués aux jeunes sur des agissements qu'on pourrait souvent qualifier de dérapage dans le fonctionnement du mouvement urbain, notamment les clashs entre certains rappeurs. Des déclamations poétiques avec le slammer Aziz et des prestations comiques animées par ATT Junior et Petit Guimba ont meublé bien évidemment ce cocktail dînatoire inédit de la communauté des arts urbains du Mali avec le Premier ministre Moussa Mara.
Sur un tout autre plan, aujourd'hui, notre pays enregistre des dizaines de petites entreprises de transformation de produits locaux, des produits qui font face à une réelle concurrence sur le marché malien. Les acteurs du secteur déplorent le manque de moyens et surtout de l'accompagnement de l'État. Du coup, ce sont de milliers de tonnes de fruits qui sont jetés chaque année, faute de transformation, un véritable gâchis. Pourtant, ces produits locaux sont bien appréciés par les populations. Ibrahima Traoré et Samba Daga se sont intéressés au sujet et c'est le dossier de la rédaction. Voici les mangues. Le Mali, un pays agroalimentaire par excellence. Aujourd'hui, ils sont nombreux à travailler dans le secteur. Beaucoup s'intéressent particulièrement à la transformation de ces produits locaux qui peinent à envahir le marché. Nous sommes ici dans une unité de transformation de fruits qui produit essentiellement du sirop, du nectar et de la confiture. Tous les jours, le travail mobilise dans cette petite entreprise familiale une dizaine d'employés. C'est du nectar de mangue, 30 centilitres, qui a été produit et il procède maintenant à l'étiquetage et la mise en carton pour être acheminé vers le magasin de stockage. Donc voilà, notre production s'évalue environ à 1000 bouteilles par jour. Même rythme de travail dans cette autre petite entreprise qui produit quasiment les mêmes boissons made in Mali. Madame Sakiliba, qui évolue dans ce domaine depuis plusieurs années, ne cache pas les difficultés que traversent les petites unités de production du pays. Pratiquement tous ceux qui sont dans la transformation évoluent dans les concessions familiales. Et c'est des cadres qui ne sont pas compatibles avec les normes qui sont exigées pour l'agroalimentaire. Nous avons aussi le problème d'emballage. Par exemple, chez moi, je fais des jus. Bon. Maintenant, les jus, j'utilise des bouteilles, mais ces bouteilles, franchement parler, c'est de la récupération. Nous sommes confrontés à plusieurs difficultés, mais principalement c'est le manque de moyens. On manque cruellement de moyens pour développer l'entreprise et ensuite faire connaître le produit à toute la population malienne. De l'accompagnement technique ou financier, cette jeune dame également en réclame. Elle travaille depuis 1 an dans la production du thé infusé. Dans cette entreprise, nous avons suivi particulièrement la chaîne de production. Tout commence ici. Là, c'est la citronnelle. À la réception de la citronnelle et des matières premières, on fait le lavage, le triage, ensuite le séchage qui se fait ici dans un séchoir local. Donc après le séchage de la matière première, on récupère le produit séché qu'on transforme, qu'on broie dans le broyeur que vous voyez là-bas. Après le broyage, on lance le processus de fabrication des infusettes. L'herbe séchée et broyée est ensuite acheminée dans cette salle. Le gros du travail est accompli grâce à cette unique machine dont dispose Madame Touré. La matière première qui est broyée, elle est mise ici dans le réservoir qui suit le circuit et qui est transformée sous forme d'infusette que vous voyez comme ça. Donc là, actuellement, c'est le quinqueliba, n'est-ce pas, Monsieur Gotha? C'est le quinqueliba qui est en cours de production. Donc l'infusette se présente sous cette forme. On peut faire 13 000 infusettes par jour. Ça, c'est quand c'est une seule équipe qui marche. Donc il y a des moments où on a des commandes, on est obligé de faire travailler 2 équipes. Donc quand c'est 2 équipes, on peut aller au-delà de 20 000 infusettes par jour. Enfin, ces jeunes filles sont chargées du conditionnement du produit fini. En dépit de leurs moyens limités, les différentes entreprises visitées multiplient les initiatives pour être plus compétitives sur le marché. Là, on a principalement 7 produits à ce jour. Ils sont le quinqueliba, le bissap, le gingembre, la citronnelle. Il y a la gamme thé aussi. Dans la gamme thé, on a le thé vert nature, on a le thé à la menthe. Et le dernier sorti, c'est celui-là. C'est le thé à la citronnelle. Donc, on l'a sorti il y a à peu près 1 mois. C'est le thé de Faraco, le thé nature, aromatisé avec l'essence de citronnelle. La transformation, ça permet de créer de l'emploi, non seulement de l'emploi, mais aussi ça fait intervenir plusieurs acteurs. Donc, si nous prenons par exemple une bouteille de ce sirop, donc nous commençons par la matière première. Celui qui vend la matière première ou celui qui produit la matière première, il a sa part dedans. Celui qui vend le sucre, il a sa part dedans, le commerçant. Celui qui vend l'emballage, donc lui, il a sa part dedans. Celui qui fait l'étiquette, il a sa part dedans. Et maintenant, ceux qui produisent aussi, font la transformation, ils ont leur part dedans. Je pense que tout ceci doit pousser l'État à nous accompagner. Chaque année, ce sont plusieurs milliers de tonnes de fruits qui sont perdus, faute de transformation. En plus, les produits locaux transformés n'existent presque pas dans les boutiques à Bamako. Pourtant, ils sont bien appréciés. Quand je prends ça, ça me fait beaucoup de bien.
Et surtout, je les préfère parce que je pense que c'est très très naturel. Vous voyez, ça fait du bien. Bon, d'ailleurs, même les jus avec les colorants et autres, là, c'est pas ce que moi je préfère, mais c'est plutôt les jus fabriqués traditionnellement, c'est plus naturel, c'est ce que j'aime vraiment. Nous produisons des jus naturels. Il y a le jus de gingembre, il y a le tamarin, il y a le bissaf, tout ça là c'est naturel. Il y a le jus de mangue, il y a les nectars de mangue, les nectars de papaye, les nectars de goyave. On peut faire tout ici, mais le problème d'emballage là, c'est ça le problème. La création récente du Centre de développement agroalimentaire apporterait certainement un ouf de soulagement à ces petites entreprises qui poussent actuellement comme des champignons. Le Centre pour le développement du secteur agroalimentaire a été créé par l'État pour accompagner les unités de transformation. Parce qu'elles sont aujourd'hui à un stade artisanal et on voudrait booster ce secteur pour qu'il soit au stade industriel. Donc l'État en tout cas va mettre tout en œuvre pour développer ce secteur. Ces promoteurs de petites entreprises n'entendent pas baisser les bras. Pour développer leur secteur, ils fondent beaucoup d'espoir sur le soutien multiforme des autorités nationales et des partenaires du Mali. La croissance économique du pays, indique-t-il, passe sans doute par là. Industrie, toujours, l'usine de phosphate Toguna Agro-Industrie a repris ses activités dans le cercle de Bourem. Il s'agit là de la seule unité industrielle dans le nord de notre pays où près d'une centaine d'emplois sont créés. Déjà, plus de 1000 tonnes de phosphate sont acheminées dans les zones agricoles telles l'Office du Niger et la zone cotonnière. La vie reprend donc après la période d'occupation et pour l'instant, un second défi, la lutte contre l'ensablement. Envoyés spéciaux Alpha Maïga, Hadama Diakité. Nous sommes à Bourem. Au bord du fleuve Niger, ici se trouve une unité industrielle. Des gestes et des mouvements qui donnent espoir. Il s'agit tout simplement du démarrage des activités de production de l'usine de phosphate Toguna Agro-Industrie. Et nous sommes aujourd'hui, Dieu merci, à 1400 tonnes de produits. Et nous avions déjà expédié 1124 tonnes sur Bamako. Nous employons, au niveau de l'usine, nous employons 38 personnels temporaires, plus 14 personnels permanents. Mais dans le système du chargement de l'évacuation du phosphate, nous utilisons près de 100 personnes régulièrement payées. Ainsi, la vie renaît à Bourem après la période de crise. Au niveau du commerce, la satisfaction est totale. Je suis très fier parce que les jeunes commencent à quitter dans le chômage. On voit les voitures qui Gao Bourem et puis la route est tellement mouvementée maintenant. Vraiment, on est satisfait de l'usine l'après-midi. Chaque matin et chaque soir, ils payent de la viande, du café, des œufs et du thé. L'usine emploie une centaine de jeunes de la contrée de Dakana, Bourem. Des jeunes qui pour la plupart étaient au Ghana, la Libye, entre autres. Pour les autorités de Bourem, la reprise des activités de l'usine constitue un coup d'accélérateur pour l'économie régionale. Oui, l'usine a repris. La vie a repris à Bourem. La vie a repris de plus belle. La vie entre Bourem et Al-Moustrat, où ils vont prendre la matière première pour l'amener en transformation ici. L'usine de phosphate Toguna Agro-Industrie est la seule unité industrielle dans le nord du Mali. Les objectifs de production sont de 100 000 tonnes par an et devront atteindre 200 000 d'ici 5 ans. Retour ici à Bamako, l'approche par compétence. Le sujet était au centre d'une conférence débat organisée à l'ENSUP par les élèves professeurs. Animée par Dr Daouda Sako, la conférence a permis aux participants de mieux comprendre cette nouvelle méthode d'enseignement. Compte rendu Batraori. En application dans les établissements d'enseignement secondaire du Mali depuis 3 ans, l'approche par compétence place l'apprenant au centre de débat. Aussi, la présente conférence débat visait-elle à expliquer aux futurs enseignants les atouts de cette nouvelle méthode? Les forces de l'approche par compétence, c'est que les résultats sont immédiats. On est compétent ou on ne l'est pas. Le professeur doit mettre en place toute une batterie d'activités conformes au programme qui puissent permettre aux élèves de s'exercer et d'accéder à des connaissances à partir des ressources
qu'on aurait mis à leur disposition pour acquérir des connaissances. Donc le maître, il ne vient pas pour dispenser, pour communiquer des connaissances, mais il fait acquérir des connaissances aux élèves à partir des activités qu'il aura mises en place. Le conférencier regrette toutefois certaines difficultés liées à l'application de cette nouvelle méthode d'enseignement. Les difficultés pour la mise en place se situent à plusieurs niveaux. La qualité de la communication est là. Il faudrait que les acteurs principaux de la mise en application de l'APG, ce sont les professeurs, qui soient informés, qui soient sensibilisés, qui soient bien formés pour sa mise en application à tous les niveaux. La conférence débat s'inscrit dans le cadre des activités de la semaine de l'élève-professeur. D'une conférence à une autre, sensibiliser les femmes musulmanes afin qu'elles puissent jouer leur rôle dans le cadre de la réconciliation nationale. Tel était l'objectif d'une conférence débat organisée par la Ligue des prédicatrices. Reportage Sokuna Kamisoko. Pour une paix durable au Mali, il faut que les fils de ce pays se réconcilient. Et cette réconciliation n'est possible sans l'implication de tout un chacun. C'est pour ne pas rester en marge de ce processus que la Ligue des prédicatrices a initié cette conférence de débat sur les thèmes paix et réconciliation et les vertus du port du voile dans l'islam. Nous aspirons tous à la réconciliation et à la paix. Et nous savons que nous, en tant que femmes, de façon générale, on a un rôle à jouer. Il n'y a pas de réconciliation sans la femme. C'est la femme qui est au cœur de la réconciliation. Dans les familles, dans les quartiers, dans les villes, s'il n'y a pas de femmes dans la réconciliation, il n'y a pas de réconciliation. Tenant compte du rôle central de la femme dans le foyer, il est souhaitable de les voir tenir de telles assemblées afin de communiquer. Elles sont non seulement les plus nombreuses, généralement les victimes premières lorsqu'il y a absence de paix et de réconciliation. Je me devais d'apporter ce message de réconfort et d'honneur, de réconfort du président de la République et du chef du gouvernement pour la tenue de ce forum et souhaiter que des forats pareils se tiennent, non pas dans des salles comme telles, mais certainement à chaque fois que la possibilité est là. Les femmes musulmanes sortent de cette conférence très édifiées sur leur implication dans le processus de réconciliation. La réconciliation, on en parle également dans les écoles en 5e région. Le centre d'animation pédagogique de Douanza, en partenariat avec Plan Mali, vient d'organiser une journée citoyenne à travers une compétition interscolaire avec comme thème la réconciliation. Au cours de cette activité, Plan Mali a remis des extraits du jugement supplétif à des enfants. La journée s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet promotion de l'éducation, de la protection de l'enfant. Compte rendu, Jules Sambou Sissoko. Vous avez dit réconciliation, citoyenneté. Le centre d'animation pédagogique de Douanza en a fait une préoccupation majeure. Il vient d'organiser en partenariat avec Plan Mali une journée citoyenne dans le cadre de la mise en œuvre de son projet promotion de l'éducation et de la protection de l'enfant. Depuis le retour de la paix, le gouvernement du Mali et ses partenaires n'ont ménagé aucun effort pour relancer l'école. À côté de nous, Plan Mali, UNICEF, nous ont aidés de façon multiple pour participer à la relève de l'école dans le cercle de Douanza. Cette journée vient compléter toutes les activités que nous avons eu à faire. Il faut qu'on comprenne qu'il y a des grands défis. D'abord, le maintien des filles à l'école, les mariages précoces. À travers solo de chant, chorégraphie et sketch, les différentes écoles du Cap de Douanza ont compéti dans une ambiance indescriptible. Ici, le sens et l'idée de la journée passent avant le classement. Un sujet extrêmement important pour celui qui cerne la notion de citoyenneté. Aujourd'hui, effectivement, nous avons besoin de citoyens. Pour joindre l'utile à l'agréable, des extraits de jugement supplétifs ont été remis à des enfants par Plan Mali. Cette activité citoyenne a été couplée à une retraite pédagogique à l'intention de 30 enseignants du premier cycle et une dizaine de préscolaires du cercle de Douanza.
Sport, football, Coupe de la Confédération, tour de cadrage, retour. La AS Real s'est qualifiée avec brio pour la phase de poule aux dépens du Djoliba AC en concédant le nul 0 but partout. À l'aller, les Scorpions avaient gagné 2-1. Retour sur ce match Djoliba AC AS Real de Bamako avec Siragatou Sissé. Soirée bénite pour les Scorpions de l'AS Real. Déjà vainqueurs à l'aller 2-1. Les hommes de l'entraîneur Noum Diané en pole position sont parvenus à contrer les assauts des Rouges de Abdrazak Chi. L'enjeu était tellement important que le Djoliba AC et l'AS Real ne voulaient pas se faire découvrir. Mi-temps 0-0. Score final 0-0. L'AS Real se qualifie avec brio pour la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Une première. Et autant le Djoliba a des équations, nous avons eu aussi des équations de but. Donc, et sur ce match-là, moi je pense sincèrement que les deux joueurs ont joué sur le même niveau. Honnêtement, ça a été un très bon match. Et je félicite déjà le Djoliba d'avoir produit ce football-là. Et nous aussi, de notre côté, on est resté sur notre identité, sur notre façon de jouer, notre philosophie. Et c'est vrai, par moments, on était en difficulté. Mais dans la majorité des cas, je pense qu'on a fait un très bon match. Tout d'abord, je tiens à féliciter l'équipe de Real Bamako. Et je lui souhaite un grand parcours dans cette compétition-là et qu'il puisse représenter le Mali dans cette compétition-là dignement. L'esprit de fair play tant souhaité par l'ensemble du monde sportif a été une réalité. Les supporters djolibistes à l'unisson ont applaudi les héros du soir. D'où la satisfaction de la Fédération malienne de football. J'ai fait le tour auprès des djolibistes d'abord avant d'être là. Et je pense que je dois commencer d'abord à féliciter la commission d'organisation et la commission de sécurité. Et revenir aussi aux différents comités des supporters. Et franchement, ils ont répondu à ce que nous cherchons, le département et la Fédération malienne de football, qui était quand même de voir un football de fair play. Il y a eu du fair play, il n'y a pas eu d'incident et c'était en fait notre mission principale par rapport à l'organisation de cette compétition, de ce match d'aujourd'hui. L'AS Real connaîtra ses adversaires de la phase de poule ce mardi à l'issue du tirage au sort prévu au Caire au siège de la CAF. Voilà, comme vous venez de le constater, tout comme ces joueurs maîtrisent leur ballon, l'artiste qu'on va vous proposer maîtrise également son instrument de musique. Il s'agit de Dugakoro Diarra ou Balafo Douga, qui dans les années 60-70 était de toutes les réjouissances populaires des 3e et 4e régions de notre pays. Balafo Douga a reçu la visite de nos reporters Sidi Modibo Dambélé et Cheikh Oumar Sangaré à Séni, dans son village. Suivez, c'est le dossier culturel de ce journal. Je ne joue plus au balafon depuis 1991, mais quand la télévision nationale vient chez moi, je me dois de vous gratifier quelques notes de mon instrument de prédilection. C'est avec ces mots que Dugakoro Diarra nous a accueillis dans son village Sénéni, commune rurale de Falo, cercle de Bla. Le vieux balafoniste a aussitôt posé ses mains tremblantes sur le balafon. Ne dit-on pas chez nous que Souteko Mani Dongoche? Le balafon est un instrument de musique constitué de lames de bois arrangées en taille croissante sous lesquelles sont agencées des calebasses de tailles différentes. À plus de 80 ans aujourd'hui, Dugakoro Diarra, affectueusement appelé Balafo Douga, garde sa passion pour cet instrument légendaire, une passion inédite qui est en réalité une histoire de famille. Le balafon est un héritage pour moi. Mon oncle Moussa était une référence dans la localité dans le jeu du balafon. Il détenait un grand balafon destiné à l'animation des cérémonies rituelles Bamana. C'est avec lui que j'ai appris cet instrument. Balafo Douga s'est vite fait remarquer comme l'un des principaux animateurs des tons villageois et autres regroupements populaires dans la contrée. Sur scène, son balafon mène la troupe. Nos chansons étaient guidées par la mélodie du balafon. Nous sentions aussi pour les braves. Toutes nos chansons étaient significatives.
Les célèbres chansons de Balafon Douga comme La Clé ou Pachanga ont fait danser la jeunesse de l'époque. Cependant, il n'a pas produit un album. Son riche répertoire a été sauvé grâce à quelques rares enregistrements à l'ORTM. Les musiques de Douga Koro ont ainsi pu être révélées au grand public. Les jeunes partaient en Côte d'Ivoire et ramenaient les magnétophones. C'est avec ces appareils qu'on enregistrait mes chansons. Nous sommes en 1969. Le village de Sineni fait encore partie du cercle de Koutchala. Balafon Douga participe à la semaine artistique et culturelle au niveau local, puis régional l'année suivante. Mais il refuse d'aller à la compétition nationale parce qu'occupé par les travaux champêtres. 2 ans plus tard, avec l'implication des autorités, Douga Koro participe à la biennale artistique et culturelle à Bamako. Il joue aux catégories ensemble instrumental, ballet, solo de chant, chœur, bref, il devient l'élément essentiel de la troupe de Sikasso. Le secret de Douga Koro réside dans la conception de son balafon. J'ai fabriqué moi-même mes balafons. C'est là parce que le son dépendait de la qualité du bois utilisé dans sa conception. De nos jours, les jeunes joueurs de balafon font peu de recherches, leur rythme est monotone. L'unique distinction que Douga Koro Diarra a est celle offerte par l'association Marie Balafon lors du festival Triangle du Balafon. Le vétéran du Balafon vit sa retraite musicale dans son village natal avec le regret de n'avoir pas transmis encore son savoir-faire aux jeunes du village car aucun d'entre eux ne s'y intéresse.